En ce moment, quelqu'un dans votre quartier est en train de terminer un projet d'aménagement paysager qui est totalement illégal. Et il n'en a absolument aucune idée. On ne parle pas d'un problème mineur de permis, on parle d'amendes pouvant atteindre 5 000 € ou plus, d'ordre d'arrêt des travaux, et dans les pires cas, d'une mise en demeure de la mairie vous obligeant à tout arracher et à tout remettre en état à vos frais. J'ai vu ça arriver à de bonnes personnes, des propriétaires qui avaient fait leurs recherches, fait appel à des professionnels, et qui ont quand même été pris de court parce qu'ils avaient sauté un seul coup de téléphone. Aujourd'hui, je m'assure que vous ne serez pas le prochain. On compte de 10 jusqu'à 1, et plus on descend, plus c'est sérieux. Le numéro 1 est quelque chose que des gens installent en ce moment en croyant que c'est l'amélioration la plus intelligente qu'ils aient jamais faite. Ce ne l'est pas. Regardez jusqu'au bout. Numéro 10. Planter des arbres près des réseaux souterrains. Commençons par quelque chose qui surprend presque tout le monde. Chaque propriété en France a des réseaux souterrains qui la traversent. Lignes électriques, conduites de gaz, canalisation d'eau, réseau télécom, fibres optiques, et la plupart des propriétaires ignorent précisément où ces réseaux se trouvent. Ils savent juste qu'ils sont quelque part sous terre, voici le problème. Si vous plantez un arbre ou un grand arbuste trop près de l'un de ces réseaux, vous pouvez être en infraction avec le code local. Les racines poussent et avec le temps elles trouvent la canalisation ou le câble et commencent à l'endommager. Les communes le savent et la plupart ont donc des règles sur la distance minimale entre une plantation et un réseau. En général entre 0,5 et 1,5 mètres selon le type de réseau. Mais voici ce qui piège vraiment les gens. En France, vous êtes légalement tenu de consulter le service de renseignement sur les réseaux avant tout travaux de terrassement ou de plantation. C'est le guichet unique réseau-canalisation.ineris.fr, anciennement appelé DICT, Déclaration d'intention de commencement de travaux. C'est gratuit, cela prend quelques minutes et les exploitants de réseaux viennent marquer sur le terrain exactement où passent tous les réseaux sur votre propriété. Si vous sautez cette étape et que vous touchez un réseau en plantant, vous êtes personnellement responsable des frais de réparation. Et si une racine endommage une conduite de gaz et qu'un accident se produit, votre assurance habitation peut refuser de couvrir parce que la plantation constituait une infraction au départ. La solution est simple, consultez le guichet unique avant tout projet de plantation. C'est gratuit, rapide et cela supprime toute incertitude. Numéro 9. Les clôtures trop hautes. Celui-ci surprend les gens parce que ça semble tellement basique. Vous voulez de l'intimité, vous mettez une clôture. À quel point ça peut être compliqué ? En réalité assez compliqué. En France, la réglementation des clôtures est définie par le plan local d'urbanisme, le PLU, de votre commune. La hauteur maximale autorisée varie selon la zone et selon qu'on parle de la façade sur rue ou des limites séparatives. En zone urbaine, une clôture côté rue peut être limitée à 1,22 m, tandis qu'une clôture en fond de jardin peut aller jusqu'à 2 mètres. Ces deux chiffres sont très différents et beaucoup de propriétaires ignorent totalement la règle en façade. Que se passe-t-il ? Ils installent une clôture de 2 mètres sur l'ensemble de la propriété, y compris en bordure de rue, et ils sont désormais en infraction. Les propriétés situées à l'angle de 2 rues ont encore plus de contraintes. La plupart des communes exigent que la visibilité soit dégagée à proximité d'une intersection pour la sécurité des usagers de la route. Ensuite, il y a la question du permis ou de la déclaration préalable. Beaucoup de gens supposent que les clôtures n'ont pas besoin de déclaration. Ce n'est pas le cas. Selon les communes, toute clôture peut nécessiter une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Sans déclaration, la totalité peut faire l'objet d'une mise en demeure de démolition. Et voici ce qui fait mal plus tard. Les infractions en matière d'urbanisme apparaissent lors des transactions immobilières. Un notaire qui découvre une clôture irrégulière peut bloquer ou retarder la vente. J'ai vu des transactions s'enliser à cause de cela et coûter à des vendeurs des sommes réelles au moment de conclure. Avant de construire quoi que ce soit, appelez votre mairie et consultez le PLU. Renseignez-vous sur les hauteurs autorisées par zone, les règles de recul et les obligations de déclaration préalable. Cet appel prend 10 minutes et peut vous éviter bien plus. Numéro 8, modifiez la pente de votre terrain et redirigez les eaux pluviales.
Celui-là, les gens le font complètement par accident et ils ne découvrent que c'était un problème que lorsque leur voisin appelle un avocat. Voici l'idée de base. Chaque terrain a une direction naturelle dans laquelle l'eau s'écoule quand il pleut. Quand vous modifiez votre terrain, en ajoutant une terrasse surélevée, en construisant un mur de soutènement, en apportant de la terre pour un massif, vous pouvez accidentellement changer la direction du ruissellement. Et si cette eau se déverse désormais sur la propriété de votre voisin, alors que ce n'était pas le cas avant, c'est ce qu'on appelle un trouble anormal du voisinage en droit français. Et votre voisin a parfaitement le droit de vous poursuivre pour cela. Ce n'est pas une question de négligence ou d'imprudence. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, faire construire une belle terrasse avec l'aide de professionnels et être quand même responsable parce que le drainage n'a pas été étudié. La loi ne requiert pas la faute, elle requiert simplement que votre modification ait causé le problème. La plupart des communes exigent également un permis ou une déclaration préalable pour des modifications significatives du nivellement de votre terrain. Déplacement de volumes importants de terre, construction de murs de soutènement dépassant une certaine hauteur ou remaniement d'une grande surface. Beaucoup de propriétaires ignorent que ce permis existe. Et les conséquences financières d'un litige entre voisins pour nuisances liées aux eaux pluviales sont brutales. Les seuls frais d'avocat peuvent atteindre 10 000 à 26 000 euros avant que le problème ne soit résolu. Et la relation de voisinage est généralement détruite. La solution, avant tout terrassement important, faites évaluer comment le drainage va changer. Si vous êtes en copropriété ou lotissement, l'accord préalable est souvent requis. Et si un permis est nécessaire, obtenez-le. Numéro 7. Supprimez ou élaguer un arbre protégé. Celui-ci surprend les gens à chaque fois. De nombreuses communes et départements ont ce qu'on appelle des réglementations de protection des arbres. Ces règles protègent les arbres dépassant une certaine taille, généralement mesurée par le diamètre du tronc à hauteur de poitrine. Le seuil est souvent entre 15 et 30 cm de diamètre selon la commune. Si un arbre sur votre propriété atteint cette taille, vous pourriez avoir besoin d'une autorisation pour l'abattre, même s'il s'agit de votre arbre, même s'il se trouve dans votre jardin. Dans les communes dotées de règlements de protection du patrimoine végétal, l'amende pour abattage d'un arbre protégé sans autorisation peut se calculer au diamètre du tronc. Certaines communes te facturent par centimètre. Un vieux chêne abattu sans autorisation peut facilement déclencher une amende de 10 000 euros. Voici ce qui piège vraiment les gens. Un arbre dont le tronc se situe directement sur la limite séparative est légalement partagé entre les deux voisins dans la plupart des situations de droit civil français. Vous ne pouvez pas simplement l'abattre parce que les branches surplombent votre jardin. Vous ne pouvez même pas l'élaguer significativement sans le consentement de l'autre partie. Si vous le faites quand même, vous pourriez faire face à une action civile calculée sur la valeur de remplacement de l'arbre. Pour un arbre mature, ce n'est pas une somme négligeable. Avant de toucher à tout arbre important, abattage, élagage lourd, toute intervention significative, vérifiez si votre commune a un règlement de protection des arbres. La plupart des villes publient cette information sur leur site. Ensuite, faites appel à un arboriste certifié. Sa rémunération est faible comparée au risque d'amende et il gère les démarches d'autorisation. Numéro 6. Système de récupération d'eau de pluie installé sans vérification de la réglementation. Celui-là attrape les gens qui essaient vraiment de bien faire. Récupérer l'eau de pluie, diriger votre descente de gouttière vers une cuve pour arroser les plantes semble évidemment légal. C'est vendu dans les jardineries, les associations environnementales le promeuvent. Ça semble du bon sens. En France, la récupération des eaux de pluie est généralement autorisée, mais encadrée par des règles précises. Le principal point de vigilance concerne l'usage de l'eau récupérée. L'eau de pluie récupérée peut servir à l'arrosage des jardins et au lavage des voitures sans contrainte particulière. En revanche, son utilisation à l'intérieur du logement, pour les toilettes ou le lave-linge, est soumise à une déclaration obligatoire en mairie et à des prescriptions techniques strictes pour éviter toute contamination du réseau d'eau potable. Si vous êtes raccordé au réseau public d'eau potable, vous devez déclarer à la mairie et à votre distributeur d'eau toute installation de récupération d'eau de pluie utilisée à l'intérieur. En copropriété
ou dans un lotissement avec règlement, l'installation visible de cuves peut être soumise à accord préalable. La solution, avant d'acheter quoi que ce soit, renseignez-vous auprès de votre mairie et de votre distributeur d'eau. 15 minutes de lecture vous protègent ici. Numéro 5. Un éclairage extérieur qui viole les règlements locaux. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler des réglementations sur la pollution lumineuse. C'est probablement la raison pour laquelle tant de gens les violent. En France, la loi Grenelle II et les arrêtés ministériels encadrent l'éclairage extérieur des bâtiments non résidentiels, mais de nombreuses communes et parcs naturels régionaux ont également adopté des chartes ou règlements locaux limitant l'éclairage nocturne. L'erreur courante est d'installer des projecteurs haute puissance ou des éclairages vers le haut, qui débordent sur le terrain du voisin, sur la voie publique ou dans la chambre de quelqu'un. Même sans réglementation formelle, un éclairage qui interfère de manière déraisonnable avec la jouissance paisible de la propriété de votre voisin constitue un trouble anormal du voisinage selon le droit commun. Les tribunaux français ont statué sur ce point. En copropriété ou dans un lotissement, l'éclairage extérieur est souvent réglementé séparément des règles municipales. La solution ? Utilisez des luminaires à coupure totale orientés vers le bas pour que la lumière reste sur votre propriété. Maintenez une teinte chaude, environ 2700 Kelvin, et une intensité raisonnable. Numéro 4. Imperméabilisez une trop grande partie de votre terrain. Celui-ci a un nom technique, les limites de surface imperméables. L'idée est simple, une surface imperméable est tout à ce à travers quoi l'eau ne peut pas s'infiltrer. Béton, asphalte, pavé, jointoyer, certains types de gazon synthétique. La plupart des règlements d'urbanisme plafonnent la proportion de votre terrain pouvant être couverte par ce type de matériaux. La raison d'être de cette règle est la gestion des eaux pluviales. Lorsque trop de surfaces d'un quartier sont recouvertes de matériaux durs, la pluie n'a nulle part où aller. Elle ruisselle au lieu de s'infiltrer, ce qui surcharge les réseaux d'assainissement et provoque des inondations en aval. Voici le problème. Ces surfaces sont cumulées. Votre allée compte, votre terrasse compte, vos trottoirs comptent, votre cours de pétanque compte. Les gens ajoutent une nouvelle terrasse, agrandissent un allée, installent une aire de jeu derrière et soudain, ils ont dépassé le seuil sans réaliser que ces ajouts étaient comptabilisés ensemble. La conséquence la plus douloureuse survient au moment de la vente. Une infraction liée aux surfaces imperméables signalées lors d'un contrôle peut bloquer une transaction. Le vendeur doit remédier à la situation, c'est-à-dire supprimer de la surface dure et la remplacer par quelque chose de perméable avant que la vente puisse avancer. J'ai vu cela coûter au vendeur plus que ne valait le projet d'origine. Avant tout projet important de terrassement, appelez votre service urbanisme et renseignez-vous sur la limite de surface imperméable. Pour le zonage de votre parcelle. Si vous êtes déjà proche de la limite, examinez les options en pavé drainant ou en gravier qui ne sont pas pris en compte dans le total. Numéro 3. Plantez une espèce figurant sur la liste des espèces invasives de votre département. Celui-là est vraiment frustrant parce que la jardinerie vous l'a vendu sans aucune mise en garde. Chaque département et chaque région maintient une liste d'espèces végétales invasives, des plantes qui se propagent de manière agressive et causent des dommages aux écosystèmes locaux ou à l'agriculture. Certaines de ces plantes sont réglementées, d'autres purement et simplement interdites. Et beaucoup sont encore sur les étals des jardineries, parce que les détaillants ne sont pas toujours tenus de les signaler ou de les retirer. Parmi les végétaux qui figurent fréquemment sur les listes françaises d'espèces invasives, la renouée du Japon, la Buddleia de David, le raisin d'Amérique, le roseau commun dans certains contextes, le bambou traçant et certaines variétés de cotonéaster. Le fait que vous l'ayez trouvé en jardinerie ne le rend pas légal à planter. Vous êtes responsable de ce que vous mettez en terre. Les poursuites contre des particuliers pour des plantes déjà établies depuis des années sont rares, mais elles augmentent pour les nouvelles installations, notamment à proximité de zones naturelles protégées. Et si une espèce invasive que vous avez plantée se propage sur la propriété de votre voisin, ce que les espèces invasives ont tendance à faire, c'est précisément le problème, vous pouvez être visé par une action civile pour trouble du voisinage. La solution est simple.
avant d'acheter toute plante à croissance rapide pour une haie ou une couverture de sol. Recherchez le nom de votre département ou région, suivi de espèces végétales invasives. La base de données de l'INPN, Inventaire national du patrimoine naturel, propose également des informations par territoire. Numéro 2, des constructions réalisées trop près de la limite séparative. La plupart des gens savent que les maisons doivent respecter une certaine distance par rapport à la limite de propriété. Cette règle s'appelle un retrait ou une marge de reculement. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces règles s'appliquent également à de nombreuses constructions d'aménagement paysager, abris de jardins, pergolas, tonnelles, murs de soutènement dépassant une certaine hauteur, constructions indépendantes de presque tout type. Dans de nombreuses communes, même les grandes plates-bandes surélevées et les piscines sont considérées comme des constructions au sens du code de l'urbanisme et chacune d'elles implique une distance de retrait obligatoire qui varie selon la zone et le type de construction. Une situation courante. Quelqu'un construit un bel abri de jardin de 9 mètres carrés. Il le place dans le coin du fond, à quelques dizaines de centimètres de la clôture. Ça a l'air bien, complètement à l'écart, mais le PLU de sa commune exige un retrait d'1,50 m par rapport à la limite séparative pour toute construction. Il faut maintenant le déplacer ou le démolir. Pire encore, il n'a pas fait de déclaration préalable parce qu'il ne pensait pas qu'un petit abri en nécessitait une. Et quand il essaie de vendre la maison 5 ans plus tard, un notaire ou un géomètre le signale. L'acheteur ou son établissement prêteur ne valide pas la transaction avec une infraction non résolue. Le vendeur a deux choix, démolir avant la signature ou demander une régularisation auprès de la mairie, ce qui prend du temps qu'il n'a pas. Avant de construire quoi que ce soit de permanent, vérifiez deux choses, les obligations de déclaration préalable ou de permis de construire pour ce type de construction dans votre zone et la distance de retrait obligatoire. Ces deux informations sont disponibles auprès de votre service urbanisme municipal, généralement en moins d'une journée. C'est le genre de choses qui prend 30 minutes à éclaircir et des années à défaire si vous l'ignorez. Numéro 1. Des aménagements aquatiques installés en zone inondable ou en zone humide. Voici où les choses deviennent vraiment sérieuses. Si votre propriété se situe dans ou à proximité d'une zone inondable, d'une zone humide ou d'un cours d'eau protégé, elle est soumise à un niveau de réglementation qui va bien au-delà de votre commune ou de votre copropriété. On parle de législation nationale et européenne. Et la plupart des propriétaires qui possèdent un terrain à proximité de l'eau ignorent totalement que cela les concerne. Les plans de prévention des risques d'inondation, PPRI, désignent certaines zones comme zones à risque. Si votre propriété s'y trouve, toute construction ou installation, piscine, bassin, grande pièce d'eau, terrassement significatif nécessite une autorisation spécifique. Pas un simple permis de construire ordinaire, mais une autorisation spécifique pour tout aménagement en zone inondable. Si vous l'ignorez, vous n'êtes pas seulement en infraction avec le code local, vous contrevenez à une réglementation nationale. La préfecture peut ordonner la démolition. Les amendes commencent à plusieurs milliers d'euros et augmentent rapidement selon l'ampleur de l'infraction. Ensuite, il y a le droit des zones humides. La loi sur l'eau soumet les zones humides, cours d'eau, mares et milieux aquatiques à un régime de protection strict relevant de la police de l'eau. Tout aménagement au sein d'une zone humide, y compris un bassin de jardin, un mur de soutènement ou un terrassement significatif, peut nécessiter une déclaration ou une autorisation auprès de la DDT, Direction départementale des territoires. Les violations peuvent entraîner une obligation de remise en état à vos frais. Vous payez pour remettre le terrain exactement dans l'état où il était avant votre intervention. Sur une grande propriété, ce coût peut dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'autre élément qui frappe les gens au pire moment est la réglementation sur la divulgation. Dans la plupart des transactions immobilières françaises, l'état des risques et pollution doit être fourni à l'acheteur. Un aménagement réalisé sans permis en zone réglementée peut créer une responsabilité juridique pour le vendeur. Et voici comment vous protéger. Rendez-vous sur le site Géoportail ou sur georisque.gouv.fr
et saisissez votre adresse. Vous verrez immédiatement si votre propriété se trouve dans une zone à risque inondation ou à proximité d'un cours d'eau réglementé. Si c'est le cas, ou si votre terrain est à proximité de toute zone humide, consultez un géomètre expert ou un bureau d'études spécialisé en droit de l'eau avant de concevoir quoi que ce soit. Écoutez, si vous avez regardé tout cela et reconnu une ou deux de ces situations dans votre jardin, ne paniquez pas. La plupart de ces situations sont réparables. Certaines sont simples. Toutes sont mieux traitées avant qu'un courrier de mise en demeure n'arrive dans votre boîte aux lettres. Le fil conducteur à travers chacune d'elles est le même. Un coup de téléphone, un permis, une recherche en ligne, n'importe laquelle de ces démarches effectuées à temps aurait évité le problème. Lequel vous a le plus surpris, et si vous avez déjà fait face à une infraction d'urbanisme ou à une amende, je veux vraiment en entendre parler. Laissez un commentaire. Je les lis tous. Si cela vous a évité une erreur coûteuse, abonnez-vous. Il y a beaucoup plus à venir. Permis, signaux d'alarme chez les entrepreneurs, servitude, tout ça. À bientôt dans la prochaine vidéo.